merci de m'accueillir parmi vous. Donc, ce qui m'a été proposé, c'est de faire, alors j'ai appelé ça, oui, ça ne se voit pas, mais c'est pas grave, ce coup-ci c'est mon écran, je ne vois plus, bref, des réactions, des interpellations, des questionnements, des analyses. Donc, je tiens à préciser, ce que je vais vous proposer ici, c'est vraiment en rebondissant sur ce que les différents intervenants ont proposé, et c'est de telle sorte à lancer le débat. Alors, la première réaction que j'aurais envie d'avoir, c'est un peu une réaction autour de la thématique, cette fois on y est, quoi. En tant qu'intervenant en organisation, et notamment dans les établissements scolaires, on entend souvent dans le monde de l'enseignement qu'il y a beaucoup de réformes et que finalement elles ne changent pas tellement sur le terrain, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est en train de parler, Alain Hérali a utilisé le terme en répondant à la question d'une énorme réforme. Monsieur Patrick Lénart, vous parliez de changement de paradigme, de réinventer l'école. Je pense que là, on est vraiment dans des changements d'ampleur. J'ai l'impression que le changement structurel qui est amené notamment par la dynamique collaborative dans les écoles est une réforme qui va véritablement transformer les choses. Et évidemment, ces choses vont toucher les élèves, mais moi, sur ce quoi je voulais réagir, c'était par rapport à vous essentiellement, c'est dans quelle mesure ça va toucher également les adultes, si je puis dire, en tout cas les encadrants de l'école, les enseignants, les directeurs, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs, les membres des PO. Parce qu'évidemment, ce changement de paradigme va amener à des changements de pratiques, j'aurai l'occasion d'y revenir, et pour que des changements de pratiques puissent s'implanter, d'autres conditions doivent être mises en place. Je vais en dire quelques mots. Là où je pense que cette réforme a de bonnes chances de réussir à modifier les choses, c'est dans sa dynamique pas à pas. On a insisté là-dessus dans le cadre du programme Professeur notamment, et simplement dans la mise en interaction des enseignants. Ce qui risque de bien marcher, je pense, c'est si on arrive à amener les changements petite dose par petite dose en créant ce que moi j'appelle des fenêtres de coopération, c'est-à-dire des espaces-temps qui peuvent s'élargir petit à petit. Des espaces-temps, c'est quoi une fenêtre de coopération? C'est un moment où on va donner quelque chose sans être sûr de recevoir en retour, ce qui n'est pas évident dans les sociétés de l'individu qu'on connaît aujourd'hui. On aime donner en sachant qu'on va recevoir en retour. Une fenêtre de coopération, c'est pas ça. Donc il faut suffisamment de confiance dans le dispositif, dans le fait de pouvoir s'y livrer, éventuellement s'y mettre en danger, je parlerai des insécurités tout à l'heure, s'y mettre en danger en se disant que quelque part on va en profiter. Si on arrive à créer ces fenêtres de coopération, alors je pense que c'est là que les mesures vont porter. Et on va un peu réfléchir quelques instants ensemble sur comment on peut faire. Une autre chose qui m'a frappé, plus sur la forme, mais la forme crée du fond. Sur la forme, dans ce que j'ai entendu, c'est le grand enthousiasme de tous les intervenants. Et pour faire beaucoup d'interventions en organisation, j'ai envie de vous dire ceci, et pour être enseignant moi-même, j'y ai été confronté également. L'enthousiasme, c'est le meilleur ami de l'intervenant, de celui qui propose l'innovation, et c'est parfois son ennemi aussi. L'enthousiasme, évidemment, c'est très intéressant parce que ça nous porte, parce qu'on est porté à partager cet enthousiasme, parce que ça donne envie. Je veux dire, tous les exposés qu'on vient de voir, je pense notamment à toutes les statistiques sur Professeur que vous avez montrées, évidemment, sont porteurs d'un enthousiasme. Toutes les valeurs qu'Alain Hérali a proposées sont évidemment des valeurs auxquelles on a envie d'adhérer. Et je suis aussi enthousiaste par rapport à tout ça, mais je sais qu'un excès d'enthousiasme dans une dynamique d'intervention est parfois notre pire ennemi. Pourquoi ? Parce que l'enthousiasme parfois nous coupe des réticences, des non-envies d'y aller, des défenses, des objections parfois légitimes, ça nous coupe de ça. Parfois ça nous amène même à dévaloriser tout ce qui est résistance ou tout ce qui est non-envie. Et je pense à cette expérience où j'avais fait une innovation pédagogique importante dans un de mes cours où les étudiants étaient amenés à travailler par eux-mêmes sur base d'un catalogue d'activités qu'ils choisissaient. C'était la première année que je faisais ça. Et cette première année, je l'ai présenté aux étudiants de manière assez catastrophique, par excès d'enthousiasme. J'étais super content de mon dispositif. J'avais pris une semaine, presque jour et nuit, pour le construire. Et puis après avoir fait un exposé flamboyant sur la chose, j'ai vu les étudiants qui me regardaient d'un air un peu interdit. J'étais parti tout seul dans mon enthousiasme. J'ai appris un peu à le modérer. Donc ça, je crois que c'est quand même quelque chose qu'on doit avoir en tête pour être connecté aux réalités de terrain
et peut-être définitivement renoncer à cette notion de résistance au changement, parce que vous aurez remarqué que c'est un peu comme pour les valeurs pour les autres, comme selon l'expression de M. Erali, la résistance au changement, c'est toujours les autres aussi. Je ne connais personne qui dit « moi je suis un résistant au changement ». Je connais des gens par contre qui disent « mais je ne veux pas du changement dont vous me proposez ». Mais ça, ce n'est pas de la résistance au changement, donc on a intérêt à faire évoluer là-dessus. Notre enthousiasme n'en sera que meilleur et plus fort. Voilà, et ça m'a fait penser au premier axiome d'un auteur qui s'appelle Malarevitch, qui nous dit « pour amener un changement, il est préférable de ne pas parler du changement ». Plus vous parlez du changement, plus vous avez le discours du changement, plus il va se passer des phénomènes un peu embêtants, comme le fait d'en parler parfois épuise l'envie de le faire. Ça vaut pour une famille, ça vaut pour un couple, ça vaut pour une école. Si on parle beaucoup de changement, c'est la meilleure manière parfois de le faire. Et puis plus vous parlez de changement, plus vous remonter les forces de non-changement ou, si vous voulez, de résistance, ou de stabilité plutôt. Voilà, alors, je vais passer là-dessus et je vais plutôt dire quelques mots de ceci. L'apport d'entrée de cette réforme, c'est l'action. On propose des choses différentes en termes d'agissement des enseignants. On va leur proposer, notamment via le programme Professeur, mais via toute une série de circonstances collaboratives, d'agir différemment. Et ici, c'est un conseil que je voudrais donner à l'appui de tous ceux qui vont essayer de conduire ces changements. Il y a un système qui est comporté de 6 ports d'entrée, et l'action est une des ports d'entrée. Quand je dis qu'il y a un système, ça veut dire que si je veux changer mon action, alors les autres ports d'entrée doivent changer aussi. Sinon, elles vont résister. Une deuxième port d'entrée, par exemple, c'est la perception. Si je veux changer mon action, ça suppose que je change ma manière de voir les choses. Malarevitch, que je citais tout à l'heure, disait « il n'est pas de changement sans changement de point de vue ». Et ça, c'est quelque chose à laquelle on va devoir probablement travailler si on veut que les actions soient durables, c'est travailler au changement des points de vue. Et j'ai repris quelques couples qui seraient intéressants de découpler, c'est-à-dire reconnaître les liaisons que les gens font et en proposer d'autres. On lit souvent l'enseignement et le travail individuel. Pour pouvoir amener au changement d'action, il va falloir réussir à déplier cette représentation que l'enseignement est un travail individuel, tout en reconnaissant que c'est vrai aussi, au final. C'est intelligence et individuel. La pensée n'est pas dans les têtes, dit Alva Noé, qui est une auteure en psychologie cognitive. La pensée, elle se distribue, mais nous avons du mal à imaginer qu'il y a une pensée qui puisse être collective. C'est aussi quelque chose qu'il faut arriver à déplier. J'en ai mis d'autres. Liberté, individualité. Ça, je rebondis sur les propos d'Alain Erali. La liberté se trouve dans l'individualité. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas évident à déconstruire. L'évaluation est liée à la sanction ou à la souffrance. Ça va être probablement un des grands freins aussi à la mise en place de tout ce qui est feedback, de tout ce qui est diagnostic, c'est que nous avons associé dans notre vécu très fréquemment que l'évaluation était généralement suivie d'une sanction et souvent suivie de souffrance, qu'un diagnostic était suivi de la rétorsion. C'est un peu ce qu'on ressent chaque fois qu'on reçoit les enquêtes PISA. Chaque année, on se dit oui. Autonomie, indépendance, externalité et menaces, etc. Donc je reviens à mon petit schéma. Ça me faisait penser, donc, on va changer l'action, il va falloir aussi, et ça les conseillers pédagogiques, notamment les directions ont un rôle important, il va falloir faire évoluer les perceptions, sinon l'action ne changera pas. Faire évoluer l'action, c'est aussi donner accès à de nouvelles connaissances, à de nouvelles manières de se représenter le monde. Mais aussi, tout ça va déboucher sur des changements dans les relations sociales qui peuvent être assez majeurs. Donc, ce qu'on propose, c'est non seulement un changement d'action des enseignants, mais un bouleversement dans la manière d'interagir les uns avec les autres. Et ça, c'est sans doute une nouvelle responsabilité pour les directions d'école dont il va falloir prendre la mesure. C'est sans doute travailler également sur l'idéologie, les buts de l'école. Alors, l'idéologie d'un enseignant, par exemple, et c'est une idéologie qu'on peut entendre et qui peut être légitime, c'est d'être le meilleur possible dans sa classe. C'est d'être le meilleur spécialiste possible. C'est d'être le meilleur expert au service de ses élèves. Et là, on est en train de proposer une évolution idéologique qui est d'être le meilleur membre d'un chaînon collectif qui est une équipe. Ça, c'est quand même une modification non seulement idéologique, mais également identitaire chez l'enseignant dont il faut prendre la mesure. Donc voilà, le conseil que j'aurais, c'est qu'il faut faire évoluer les 6 ports d'entrée simultanément. Si on se surfocalise sur une de celles-ci, qui serait l'action par exemple, les autres vont constituer des freins. Voilà, il y aurait bien d'autres choses à dire encore.
Mais on va laisser place au débat. Merci pour votre attention.